Dans cette capsule, on va parler des forces de résistance de l'air. Jusqu'à maintenant, dans le chapitre, on a toujours négligé la résistance de l'air. Donc, on va voir maintenant comment on peut en tenir compte. Alors, premièrement, il faut dire que la force de résistance de l'air, c'est quelque chose d'assez complexe. Euh, En fait, c'est un mélange de considérations théoriques et d'expérimentation qui nous permet de pouvoir obtenir des formules qui nous permettent d'en tenir compte. Un peu comme la friction entre deux surfaces, on peut faire des expériences, faire varier différents paramètres pour voir qu'est-ce qui influence réellement la résistance de l'air. La formule qu'on va voir dans cette section, c'est la suivante. Ft, le T c'est pour traîner, parce qu'on appelle ça la traînée, la force de résistance de l'air. Donc, ça dépend des paramètres qui sont ici. Le Cx, on va appeler ça le coefficient de traînée. Donc, le coefficient de traînée, en fait, ça dépend de la forme de l'objet. Si on a un objet, par exemple, qui a une forme sphérique, euh, carré, plat, bon, peu importe, cylindrique, donc ça dépend vraiment de la forme de l'objet. On appelle ça le coefficient de traînée. Ça n'a pas d'unité, c'est un nombre pur. Ici, on a un tableau, vous l'avez, c'est le tableau 5.2 dans le volume, qui nous donne les coefficients de traînée Cx pour différentes formes. Donc, une sphère, un cube, un disque, une balle de fusil, une personne debout, etc. On a même ici deux voitures, là, la Toyota Prius et la Honda Civic. Une troisième même ici, la Citroën 2CV. Ensuite, un Boeing 747, donc un avion. Alors, vous voyez les différents coefficients de traînée. Ensuite, le A. Le A, c'est l'aire de la section de l'objet. Donc ici, par exemple, on a une image avec une sphère. Alors, ce qu'on appelle la section, c'est si on coupe la sphère à l'endroit où elle est la plus large, dans le fond, ça donne un disque. Et l'aire d'un disque, c'est pierre carrée. Donc, ça serait pierre carrée dans le cas d'une sphère. On a la même chose d'ailleurs pour un cylindre. Si le cylindre est couché, c'est-à-dire si c'est sa face qui est ici, qui fait face au mouvement, mais ça sera pierre carrée également. Évidemment, un cylindre n'aura pas la même traînée qu'une sphère. À ce moment-là, c'est le coefficient de traînée qui va être différent, mais ça ne sera pas le facteur A. Si on a un cylindre debout, à ce moment-là, l'aire de la section, ça sera deux fois son rayon, donc en fait son diamètre, fois sa hauteur. Ensuite, on a un parallélépipède à côté. Il nous reste le facteur ici ρf. Donc ρf, c'est la densité du fluide. Alors si on a de l'air, alors ici je vous donne la densité de l'air, ben, c'est à 0 degré 101,3 kPa de pression. L'air a 1,21 kg par mètre cube. En fait, c'est sa masse volumique. Euh, on pourrait avoir de l'eau aussi, donc si c'est le fluide, si on avance dans l'eau. Puis ensuite, l'autre facteur, c'est la vitesse de l'objet au carré. En fait, je dis la vitesse de l'objet, mais en réalité, c'est la vitesse relative. Donc, par exemple, on pourrait avoir un objet qui est au repos, mais qui vente. À ce moment-là, V, ça serait la vitesse du vent. Donc, c'est la vitesse relative entre le fluide et l'objet sur lequel on veut calculer la traînée. Donc, en fait, on voit les différents paramètres de quoi ça dépend. Donc, ça dépend de la forme de l'objet, de sa surface, de la densité du fluide et de la vitesse au carré. On peut peut-être se demander ici pourquoi il y a un facteur 1,5 parce qu'ici le coefficient de traînée c'est un chiffre pur. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas inclus le 1,5 dans le coefficient de traînée? C'est simplement que le coefficient de traînée il sert dans d'autres circonstances aussi, donc il est défini à partir d'une autre formule. Donc c'est pour ça qu'on a un facteur 1,5. Il faut dire que cette formule-là, elle n'est pas valide nécessairement dans toutes les situations. Elle est valide pour ce qu'on appelle une traînée turbulente, c'est-à-dire lorsque la vitesse est relativement élevée, on pourrait dire. Si, par exemple, on avance dans l'eau à faible vitesse, à ce moment-là, on pourra avoir un écoulement laminaire qu'on appelle, c'est différent. Lorsque la vitesse est relativement faible, la force de traînée serait différente. Donc, en fait, nous, on va se limiter à ça parce qu'en fait, en réalité, c'est assez complexe, la friction de l'air. Et d'ailleurs, il y a toute une branche de la physique, de l'ingénierie, qui sert à mesurer et à pouvoir calculer la force de traînée sur des objets. Donc,
des avions, des autos, des sous-marins, des bateaux, etc. Il se fait des essais en soufflerie ou encore dans des bacs remplis d'eau qui permettent de mesurer la force de traînée. Donc, nous, on va se limiter simplement à cette formule-là pour les différents problèmes qu'on va avoir. On va faire un premier petit exemple assez simple d'utilisation de cette formule-là. On va aller calculer la force de traînée sur une Honda Civic euh, pour deux vitesses différentes. On va faire 50 km/h, puis ensuite 100 km/h. Tiens, on va mettre deux vitesses différentes, 100 km/h. Alors, de quoi on a besoin pour calculer la force de traînée? Ça nous prend le coefficient de traînée. Ça, c'est mesuré expérimentalement. On a vu tout à l'heure le tableau qui nous donnait différents coefficients de traînée. On avait celui de l'Honda Civic ici, donc 0,36. Alors, je vais l'écrire ici, Cx égale 0,36. Ensuite, la surface. Pour la surface, ça serait la surface de la section. Ça veut dire qu'il faudrait ici couper la Honda Civic à son point le plus large. Donc, on aurait ça ici, là. Puis mesurer cette surface-là. Donc, en fait, on pourrait dire que ça donnerait à peu près un carré. Grosso modo, vu de face, ça ressemblerait peut-être à quelque chose comme ceci, là. Mettons, ça ressemblerait à peu près à ça. Donc, disons que c'est à peu près un rectangle. Donc, et pour ce qui est des mesures, donc c'est à peu près 2 mètres de large par 1,5 mètres de hauteur. Donc, on va le calculer comme ça, tout simplement. 2 fois 1,5, ce qui va nous donner 3 mètres carrés. Donc, c'est approximatif comme surface. Ensuite, le ρf. Alors, je le disais tantôt, c'est dans l'air qu'on se déplace. Donc, on a 1,2 kg par mètre cube. Il faut utiliser ces unités-là, des kilogrammes par mètre cube, si on veut que ça donne des newtons pour la force. Ensuite, la vitesse, ben, encore une fois, pour que ça soit cohérent, ça va nous prendre des mètres par seconde pour donner des newtons. Donc, 50 km/h, ça donne environ 14 mètres par seconde lorsqu'on fait la conversion. Enfin, avec tout ça, on est capable de calculer notre force de traînée. Donc, il s'agit de mettre tous les chiffres qu'on vient de voir dans l'équation. On a déjà toutes les bonnes unités. Alors, ça donne 127 newtons pour la force de traînée de l'air. C'est pas très grand comme force, là. Vous voyez, ça donne à peu près, bon, si on le divise par 4, une trentaine de livres. Donc, c'est pas beaucoup. Mais il faut penser que c'est seulement la friction de l'air et à 50 km/h. Donc, ça serait, disons, à 50. À 100 km/h, ben, on n'aura pas besoin de refaire le calcul au complet parce que 100 km/h, c'est deux fois plus comme vitesse, puis la vitesse est au carré. Donc, en fait, la force de traînée va être 4 fois plus importante. Donc, on aura 127 fois 4, ça va faire 508 newtons. Là, ça commence à être plus important. Vous voyez, à 100 km/h, ça donne un peu plus de 100 livres comme force de friction. Un autre problème, c'est l'exemple 5.11. C'est un problème où on va avoir la friction de l'air, puis on va apprendre aussi qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle la vitesse limite. Alors ici, on dit, durant certains orages forts, il tombe de la grêle plutôt que de la pluie, ce qui peut provoquer des dommages matériels. Donc une goutte de pluie a un rayon de 1,5 mm, alors qu'un gros grêlon a un rayon de 1 cm. Tous les deux sont des sphères, composées d'eau dont la masse volumique est de 1 par 10 exposant 3 kg par mètre cube. Le coefficient de traînée d'une sphère lisse est égal à 0,5. On aurait pu le trouver aussi tantôt dans le même tableau. On nous demande de calculer le module de la vitesse limite dans le cas de la goutte de pluie, puis ensuite, même chose pour le grêlon. Alors, qu'est-ce que c'est que la vitesse limite? La vitesse limite, c'est la chose suivante. C'est qu'en fait, supposons qu'on prend notre gouttelette d'eau. Donc, je dessine ma gouttelette d'eau ici. Lorsqu'elle est en mouvement, cette gouttelette d'eau-là, elle est soumise à deux forces. Donc, il y a son poids, bien sûr, qui l'attire vers le bas, comme ceci. Donc, ça, c'est son poids. Je vais l'inscrire ici, Fg. Mais justement, si on ne néglige pas la résistance de l'air, ben, il y a une force de traînée qui s'oppose au mouvement, donc qui va être vers le haut. Alors, comme ceci, je l'appelle donc la force de traînée, la résistance de l'air.
au départ, donc rappelons-nous la formule de la force de traînée, supposons que je laisse tomber un objet, la gouttelette d'eau, à partir du repos. Au début, sa vitesse est nulle, donc la force de traînée est nulle. On a seulement le poids, la force gravitationnelle. Donc l'objet va accélérer en chute libre à 9,8 mètres par seconde carré. Mais là, sa vitesse va augmenter, et au fur et à mesure que la vitesse augmente, la force de traînée augmente. Donc la force résultante sur l'objet devient de plus en plus petite, et l'accélération va être moins que 9,8 mètres par seconde carré. On va même arriver à un point, c'est ça qu'on appelle la vitesse limite, où ce que la force de traînée va être égale à la force gravitationnelle, et à ce moment-là, la somme des deux forces va être égale à 0. Et là, on applique la première loi de Newton. Si la somme des deux forces est égale à 0, l'objet va continuer son mouvement à vitesse constante. Donc, on pourrait dire ici que on atteint la vitesse limite lorsque la force de traînée est égale à la force gravitationnelle. C'est là qu'on atteint la vitesse limite. Donc, c'est comme ça qu'on va l'écrire. On va écrire 1 demi Cx A rho F V carré. Puis le V, je vais l'appeler VLIM pour vitesse limite, égale le poids de l'objet, donc mg. À partir de là, on a tout ce qu'il faut. Là, ici, on a le coefficient de friction pour une sphère, on a dit 1/2. La surface, ça va être pierre carrée. Puis le fluide, c'est l'air dans ce cas-là, donc 1,2, comme on disait tout à l'heure. De l'autre côté, la masse, ça, on va être obligé de la calculer. On va prendre, je vais peut-être l'écrire ici pour la masse, on va prendre la masse volumique de l'eau, donc de notre goutte d'eau, fois le volume. Alors, le volume d'une sphère, c'est 4 tiers de pi r cube. Donc, on peut remplacer la masse par ça. Donc, masse volumique fois volume. Donc, ce que ça va donner ici, au bout du compte, 1 demi Cx, donc 1 demi. Le A, donc pi r carré. Ensuite, ρ du fluide, donc l'air, c'est 1,2. La vitesse limite, c'est elle qu'on cherche. De l'autre côté, on prend la masse volumique de l'eau fois 4 tiers de pi r cube fois g. Donc, je vais écrire g ici, mais ça sera 9,8 qu'on va mettre tout à l'heure. Il y a des choses qui s'annulent quand même. Là, on a un pi ici. Puis le R, c'est le même. Vous voyez, c'est la surface, c'est la même gouttelette d'eau. Donc, en fait, le rayon carré s'annule ici. Il va rester juste un R de ce côté-ci. Alors, on a tout ce qu'il faut. La masse volumique de l'eau, elle est mentionnée également. C'est 1000 kg par mètre cube. Le rayon, on l'a aussi. Ça nous est donné 1,5, c'est le diamètre? Non, c'est le rayon. 1,5 mm de rayon. Et vous voyez qu'il ne nous reste plus que la vitesse limite à isoler et à calculer. Alors ça donne 8 mètres par seconde environ. Ça donnait 8,08 en fait, donc 8,1 mètres par seconde. Donc 20 quelques kilomètres heure pour la vitesse. Ça a du sens, grosso modo. C'est une gouttelette d'eau, donc ça ne tombe pas nécessairement si vite que ça. Pour le grêlon, la seule chose qui change, en fait, tout est pareil, masse volumique, etc. La seule chose qui change, c'est le rayon. Donc, on refait, je pourrais peut-être écrire ici l'eau, puis ensuite le grêlon. On refait le même calcul, on fait seulement que changer le rayon, en fait. Alors, ça donne 20,9 mètres par seconde, dans ce cas-là. 20,9 mètres par seconde, c'est 75 km/h. Donc, c'est beaucoup plus rapide dans ce cas-là. On comprend pourquoi qu'un grêlon va faire plus de dommages. Il va plus vite, mais en plus, il y a plus de masse aussi, donc évidemment, l'impact va être plus important.